Oui, Est-ce que vous m'entendez? Vous pouvez répondre. Oui, oui. Oui, oui, on d'accord. vous entend très bien. Vous voyez la diapo? Oui, on Oui. la voit. Très bien. Non, ça me dérange pas. Voilà, quand vous avez des choses à dire, vous le dites, mais à la fin ou si vous avez quelque chose qui vous échappe au début. Donc, on va commencer par l'épaule douloureuse. Allez, on commence. L'épaule Oui, douloureuse, donc c'est une articulation. L'épaule, c'est une articulation, c'est un motif fréquent de consultation. On a choisi de parler de l'épaule, une articulation. Donc, parce que c'est très fréquent d'avoir cette pathologie-là en consultation. Et puis, il y a l'épaule douloureuse, c'est comme n'importe quelle articulation douloureuse en fait. On peut dire genou douloureux, on peut dire une hanche douloureuse. Pourquoi on a choisi l'épaule? Parce qu'on va parler cette fois-ci pour un rhumatisme en particulier, ou un rhumatisme, la périarthrite, qui touche donc la structure périarticulaire. Mais d'abord, on va parler de quelqu'un qui va venir vous consulter pour une articulation qui est douloureuse. Ici, il se trouve que c'est l'épaule. Bien sûr, quand vous avez quelqu'un qui a une épaule douloureuse, il faut connaître d'abord quel est le diagnostic, pourquoi cette personne-là, elle a mal à son articulation, que ce soit à l'épaule ou ailleurs. Et il se trouve que dans l'épaule, la pathologie périarticulaire est la plus fréquente. Bien sûr, pour avoir un diagnostic, quand on a une articulation qui fait mal, il faut une démarche diagnostique très précise. Il faut d'abord connaître l'anatomie de l'articulation, comment elle est cliniquement, comment elle fonctionne cette articulation. Vous allez poser, vous êtes clinicien, vous allez examiner votre patient, commençant par oui, celle qui a levé la main. Donc, vous allez commencer par, en tant que clinicien, par examiner votre patient. Vous allez lui poser des questions. Vous allez l'interroger sur le mode de début. Vous allez l'examiner, vous demander des explorations. Et bien sûr, vous allez demander des explorations qui sont de première intention. Ensuite, vous allez demander d'autres explorations si c'est nécessaire. Comme vous le savez, l'épaule, c'est une articulation complexe. Il y a plusieurs articulations dans cet espace-là. C'est la plus mobile des articulations du corps. Donc, et on fait beaucoup de tâches par cette articulation. Beaucoup de tâches. On mange, on se coiffe, on se gratte, on utilise pour lever un objet, pour soulever un autre, pour pas mal d'activités. Et sa particularité anatomique, c'est qu'elle est suspendue et elle est accrochée au tronc. Donc, ce n'est pas une articulation portante comme les articulations des membres inférieurs. Vous voyez, dans l'articulation de l'épaule, il y a la composante, vous avez donc les structures osseuses. Donc, on a les croiseaux, on a l'omoplate, on a l'humérus et on a la clavicule. Voilà, la clavicule. Vous avez l'humérus et vous avez l'omoplate ou la scapule. Et vous connaissez que l'épaule, c'est plusieurs articulations. Il y a les trois grues, c'est celle-là, l'articulation scapulo-humérale entre l'humérus et l'omoplate, c'est la vraie. On a celle-là, c'est l'articulation acromioclaviculaire, celle-là. Et on a cette articulation sternoclaviculaire qui est l'autre. Vous avez ici, et vous avez aussi des muscles. On a les muscles postérieurs de l'épaule. On a les muscles, la coiffe du rotateur. Le muscle, par exemple, ici, la coiffe du rotateur. Vous les voyez. Vous avez les quatre chefs du tendon, les tendons de la coiffe du rotateur. Celui-là, c'est le biceps. C'est le long biceps qui vient en antérieur. La coiffe du rotateur, vous les connaissez maintenant. On a le sus épineux.
c'est celui-là, et sous l'épine de l'omoplate. Le sus, c'est celui-là, le supraépineux. Et vous avez le sous-épineux ou l'infraépineux, celui-là, en petite attache aussi au niveau de la croix ici. Et vous avez le petit rang. Vous avez le sus scapulaire. Vous avez d'autres muscles qui participent au mouvement le grand rang, que vous voyez ici, qui s'insère au niveau de la partie inférieure de l'omoplate et le tiers supérieur ici. C'est un muscle rotateur et adducteur. Le grand dorsal qui a une insertion sur l'humérus et qui est un rotateur médial et un adducteur. Et bien sûr, c'est un muscle respiratoire aussi. On a le grand et le petit pectoral qui s'insèrent ici, au niveau de la clavicule et même au niveau de l'humérus. C'est un abaisseur de l'épaule et donc le grand pectoral, c'est un adducteur et un rotateur, élévateur du tronc. Le petit pectoral, c'est l'abaisseur de l'épaule et l'inspirateur accessoire. Voilà, le grand pectoral. Le deltoïde, vous le connaissez, sa fonction principale, c'est un abducteur. Il a une fonction aussi en rotation latérale et médiale dans la flexion et l'extension. Donc, c'est un grand muscle le muscle qui est très important dans l'action du mouvement de l'épaule. Le muscle deltoïde, vous le connaissez, s'insère au niveau de la tubérosité ici deltoïdienne. On voit sa trace à la radiographie. Un muscle robuste. Le grand dentelé s'insère sur les côtes, qui a un abducteur et un appuyateur et rotateur latéral de la scapula. Voilà. C'est le muscle qui fixe l'omoplate sur le thorax et il est rotateur latéral. Les mouvements que peut faire sont résumés là, l'épaule, donc c'est l'abduction, une rétraction, la flexion et l'extension. Dans ce sens, la rétropulsion, l'élévation et la rotation. Voilà les mouvements qu'on fait avec la flexion. C'est comme ça qu'on examine voilà, la flexion. Elle peut aller jusqu'à 180 degrés. La rétropulsion ou l'extension, c'est entre 45 et 50 degrés. L'adduction et l'abduction. L'adduction, elle est gênée par la présence du tronc. Donc, il faut faire un petit antéflexion pour faire l'adduction. L'abduction, on peut aller comme ça et ça peut aller jusqu'à 180 degrés pour les gens hyperlaxes. Voilà les mouvements combinés. Les rotations, ça c'est la rotation externe, ça c'est la rotation interne. Quand on a l'épaule et la main, je vous ai dit, il faut connaître son anatomie. Son anatomie, on la connaît. Donc, c'est soit en rapport avec un problème articulaire, et les arthropathies, on a dit, ça soit inflammatoire, soit dégénérative, soit il existe une pathologie infectieuse, osseuse, une pathologie osseuse, que ce soit tumorale, infectieuse ou autre. Et on a les pathologies périarticulaires, elle est dominée par les tendines. Donc, le cours d'aujourd'hui, c'est la pathologie périarticulaire de l'épaule. La pathologie périarticulaire ou articulaire, c'est un syndrome clinique qui associe des douleurs, raideurs et une impotence fonctionnelle diversement associées. On peut avoir une douleur modérée, importante, une limitation des mouvements, etc.
Généralement, ça se voit autour de la quarantaine. On trouve soit des microtraumatismes répétés ou bien notion de coup de froid ou certaines pathologies qui favorisent dans la perte de la qualité des muscles du tendon tels que des troubles métaboliques, le diabète, le dyslipidémie ou la goutte, l'hyperglycémie. Cette douleur dans l'épaule douloureuse, simple, dégénérative, donc c'est une douleur qui est mécanique. Elle s'exacerbe aux efforts le soir ou le patient quand il dort. Quand je veux dire on dit mécanique, donc c'est une douleur qui survient à l'effort et elle est soulagée par le repos. Quand quelqu'un il dort sur le côté, certes on a l'impression que le corps il est en repos, mais c'est pas le repos pour l'épaule. On met en tension l'épaule et ça devient une douleur mécanique. Parce que si vous dormez sur l'autre côté qui n'est pas atteint, vous n'allez pas avoir la douleur. Bien sûr, quand on a une tendinite mécanique dégénérative, il n'y a pas d'altération de l'état général. Quand vous recevez un patient en consultation, bien sûr, on cherche l'âge, on cherche la profession, le côté dominant, les antécédents du patient, ce qu'il a pris ou pas des médicaments, qu'est-ce qu'il fait comme activité, pour essayer de rattacher à une étiologie cette tendinite à un problème général ou local ou de cause professionnelle. Ensuite, la consultation, le motif le plus fréquent, c'est la douleur. C'est la douleur. Il peut s'ajouter à ça la raideur qui est une limitation des mouvements de l'articulation et une impotence fonctionnelle, c'est la gêne qui est due à la douleur ou bien par la raideur et l'absence ou pas d'une tuméfaction aux alentours de l'articulation de l'épaule. Bien sûr, quand on examine un patient, il faut voir les muscles. Il faut voir les muscles. S'il y a amyotrophie, ici, là, et bien sûr, il faut examiner les épaules en les comparant les deux épaules de façon comparative. Ensuite, on examine le rachis et le co-régional, ensuite un examen axillaire et ensuite les autres. Les mouvements, vous les connaissez. Les mouvements, vous les connaissez. Ensuite, les manœuvres à la recherche des atteintes de l'épaule. Donc, la manœuvre de Joe, si le patient est en face de vous, il fait en abduction les mouvements tels que vous les voyez ici, avec une rotation, le pouce en bas, et l'examinateur essaie d'abaisser le bras ici. S'il y a une tendinite du sus-épineux, ça va faire mal ici. Ici, il est rupture. Donc, vous laissez 30 degrés là, comme ça, avec une petite rotation, le pouce. Voilà, vous entendez maintenant? Oui. Très bien. Très bien, on continue. Voilà, c'est la manœuvre de Job. On est arrêté là. Donc, vous avez compris la manœuvre de Job? Oui. Voilà, on passe à l'autre manœuvre. Ça, elle explore l'examen le tendon du sus-épineux. On a du sous-épineux du petit rang. C'est la manœuvre de patte. C'est le test de patte. On va demander au patient de faire une rotation, ici externe, avec le bras à 90 degrés, l'avant-bras la même chose. Et le patient, il va faire une résistance contre cette rotation-là. Donc, le patient, il va ramener son bras comme ça. Et l'examinateur, il résiste, essaie de résister. Donc, si quelqu'un il a une atteinte du sous-épineux du petit rang, ça va déclencher une douleur. Ça, c'est des manœuvres c'est des manœuvres. À la fin, si on reprend quelques manœuvres, vous le dites à la fin, parce qu'on a avancé un petit peu. D'accord? Et ça, c'est la manœuvre de Gerbert
qui est la manœuvre de Gerber, qui explore le sous-scapulaire. Donc, le patient, il ramène en rotation interne ici la main au dos à 10 cm. Si quelqu'un arrive à tenir sa main à 10 cm du dos, c'est que le sous-scapulaire, il est intact. Sinon, si la main, le dos de la main vient buter contre le dos. À l'exploration, donc on a examiné notre patient, on l'a interrogé, on a examiné, on va demander des explorations. Biologiquement, on ne trouve rien en cas de tendinite dégénérative. Quand c'est dû au travail et tout, bien arthrosique. La radiographie, la plupart du temps, elle est normale. Bien, on va trouver une simple déminéralisation de la tête humérale. Ou bien on va trouver une calcification qui se projette au niveau de l'espace acromio-trochléairien. Ça, c'est une radiographie normale. Vous voyez la surface. Il faut respecter cette interligne-là, la hauteur de cette partie supérieure. Ça, l'interligne. L'os qui est bien minéralisé, il n'y a rien. Vous trouvez les surfaces régulières. La tonalité de l'os, la hauteur de l'interligne est respectée, c'est parfait. Regardez ici, on va trouver, regardez la différence, pardon, ici, la normale. Regardez, on a une calcification. Comme vous connaissez votre anatomie, donc ici, c'est l'insertion de la coiffe des rotateurs. Donc ici, c'est une tendinite calcifiante, il y a une calcification. Si vous trouvez cette calcification, ça veut dire que c'est une tendinite chronique. C'est quelqu'un qui ça fait longtemps qu'il est en train de faire des tendinites à répétition. C'est synonyme. Sinon, si c'est une tendinite aiguë, il vient de voir la première poussée, vous n'allez rien trouver ici. L'exploration la plus, je veux dire, qui contribue le plus au diagnostic, c'est l'échographie. L'échographie qui va mettre en évidence l'atteinte du tendon et l'état des muscles qui entourent toute l'articulation pratiquement, et qui peut mettre en évidence un épanchement ou des lésions. C'est donc, elle prépare la nature. Voilà. Et on a le scanner, rarement il est demandé. L'IRM, la même chose, rarement elle est demandée en cas de tendinopathie. Le diagnostic positif, il est clinique, il est radiologique. Ça, c'est la clinique, vous êtes des cliniciens, vous confirmez par une écho si vous avez l'échographie. Comme l'échographie, elle n'est pas nocive, elle est très facile, mais on peut faire le diagnostic rapidement. Sinon, la radiographie standard, quand elle est négative, ou si c'est en faveur d'une tendinopathie aiguë, si on trouve la calcification, c'est encore une tendinopathie chronique qui confirme le diagnostic en fonction, bien sûr, du contexte. Pour le diagnostic différentiel, on a appris maintenant à dire quel est le diagnostic, quand on parle de diagnostic différentiel. Quand on parle de diagnostic différentiel, si on parle de l'atteinte périarticulaire, donc l'atteinte périarticulaire, c'est une douleur de l'épaule. Donc, quelles sont les pathologies qui donnent une douleur de l'épaule et qui ne sont pas secondaires à la tendinopathie de l'épaule? C'est quoi? Donc, ça peut être une douleur en rapport avec une atteinte articulaire. Ça peut être une douleur en rapport avec une lésion osseuse. Voilà, c'est des ostéites ou tumeurs ou une atteinte osseuse. Ça peut être une douleur projetée. C'est une névralgie C5-C6 parce que la névralgie C5-C6, elle réagit jusqu'à l'épaule au niveau de la région deltoïdienne. C'est cette partie-là, elle innerve cette partie-là. Elle est souvent confondue par qu'il soit une douleur. Soit c'est une douleur projetée qui n'est pas en rapport du tout avec l'articulation, telle que l'infarctus, telle que la colique hépatique pour l'épaule droite, telle qu'une pleurésie, telle qu'une tumeur avec une lise costale. Voilà, donc elle n'est pas en rapport du tout avec l'épaule. Et on en a vu dans notre consultation des gens qui viennent pour une épaule douloureuse et on découvre que c'est simplement une irradiation d'une douleur d'une autre pathologie. Donc, du moment que vous êtes médecin, vous êtes clinicien, il faut faire la part des choses en interrogeant convenablement votre patient. Il faudra d'abord éliminer une urgence avant de retenir les douleurs articulaires
et particulièrement l'atteinte périarticulaire. Voilà. On a des formes cliniques. Ce qu'on a vu jusque-là, c'est une épaule douloureuse simple. Et maintenant, on a les formes douloureuses hyperalgiques. Si vous avez une épaule douloureuse hyperalgique, ça veut dire que vous avez une anomalie au niveau de l'épaule qui donne une douleur très importante, très douloureuse que la tendinite simple, qui est la douleur, elle est supportable. Quand il s'agit d'une épaule, de quelle que soit l'étiologie, donc il n'y a pas de pathologie de l'épaule, une douleur intense, particulièrement une crise de goutte. Une poussée de crise de goutte au niveau de l'épaule, ça donne une douleur hyperalgique. Une arthrite infectieuse de l'épaule, ça donne une arthrite. Une poussée d'un rhumatisme inflammatoire, ça donne une épaule hyperalgique. Si on parle d'épaule hyperalgique en matière de périarthrite scapulo-humérale, c'est une complication d'une tendinopathie calcifiante, c'est la bursite sous-deltoïdienne. Vous allez, si on a une bursite sous-deltoïdienne, on a une douleur atroce. À l'examen clinique, vous ne pouvez pas bouger l'articulation. Il y a une limitation active et passive de l'épaule. À la radiographie, on peut trouver une calcification. On est à l'épaule hyperalgique. Donc, le plus souvent, c'est la bursite. La radiographie, vous trouvez les calcifications qui sont bilatérales. Donc, cette calcification qui irrite la bourse sous-deltoïdienne et ça donne donc un aspect à la clinique, un aspect pseudo-phlegmoneux. On a l'épaule pseudo-paralytique aux ruptures de la coiffe du rotateur. Les muscles de la coiffe du rotateur, ils ont un rôle d'abducteur, l'abduction. Il y a rupture de ces muscles-là, ça donne une épaule pseudo-paralytique ou bien une épaule tombante. Le malade ne peut pas soulever son bras parce qu'il y a rupture des muscles qui sont en abducteurs. Mais vous allez faire l'examen neurologique, vous allez trouver l'examen neurologique qui est normal. Souvent, dans cette situation, on connaît déjà le patient, il a l'habitude de passer de douleur au niveau de l'épaule et après la rupture, les douleurs s'estampent. Voilà, c'est quelqu'un qui ne peut plus bouger son épaule. Et quand vous la faites bouger, ça bouge passivement, ça bouge, mais activement, non. Donc ici, il faut réparer chirurgicalement. Une épaule bloquée ou une épaule gelée, on redit, ici, c'est dû à une capsulite rétractive. À la rétraction de la capsule, elle peut être secondaire à une la calcification qui a migré pour donner une épaule hyperalgique par bursite sous-deltoïdienne. Cette calcification aussi peut migrer et donner donc elle irrite la capsule et donc ça donne une rétraction de cette capsule-là et ça rétracte la capsule et on donne une épaule bloquée ou l'épaule raide. Elle est secondaire souvent, donc elle peut être primitive et donc secondaire à cette calcification, ou bien c'est l'épaule bloquée, elle peut être secondaire à une algodystrophie de l'épaule, ou bien qui sont secondaires, cette pathologie, elle peut être secondaire à un diabète mal équilibré, un ancien. Donc, il y a une limitation importante des mouvements actifs et des mouvements passifs de l'épaule. Voilà le traitement de l'épaule. C'est symptomatique, on met des antalgiques, des anti-inflammatoires. Si ça ne fonctionne pas, les infiltrations sont indiquées, c'est quand on a une épaule qui résiste au traitement.
quand on a une bursite sous-deltoïdienne ou quand on a une capsulite rétractile, le rythme des infiltrations, c'est une infiltration chaque semaine, 3 infiltrations par articulation et par année. La rééducation, elle est indiquée au départ, bien sûr, à tout moment de l'évolution, quelle que soit l'histologie. Les infiltrations, c'est quelqu'un qui a posé la question, c'est quoi les infiltrations? Les infiltrations, c'est une injection en péritendineux ou bien en intra-articulaire de corticoïdes à action lente, à l'action longue, action lente. Au sein de cette partie-là, selon une technique, selon des repères, soit on injecte à l'aveugle, comme moi je suis une ancienne, une vieille école, soit sous échographie, et je préfère l'échographie malgré que je fais l'autre, mais les gens les plus jeunes qui ont fait l'échographie, qui connaissent les repères, je préfère que ça soit sous échographie, c'est mieux. La rééducation, donc, c'est le renforcement, lutter contre la raideur articulaire, reprendre les mouvements progressivement et renforcement musculaire. Antalgique et anti-inflammatoire jusqu'à disparition de la douleur. C'est tout. Parce que ce n'est pas un traitement qui répare rien du tout, c'est un traitement symptomatique. Les antalgiques, on les a fait dans le cours de l'APR. Les ANS, on les a fait dans le cours de l'APR aussi. Les infiltrations, je vous ai dit, l'indication des infiltrations, c'est quand le patient ne répond pas à ces traitements symptomatiques, il garde toujours une douleur ou une limitation. Ils sont indiqués d'emblée dans la bursite sous-deltoïdienne et d'emblée dans les capsulites rétractiles. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Les manœuvres, on va reprendre les manœuvres, d'accord? Les manœuvres de la coiffe des rotateurs. Voilà, on a la manœuvre de jog. Vous prenez un patient en face de vous, vous mettez les épaules en abduction de 30 degrés, il vous ramène vers vous en 30 degrés et 90 degrés en abduction. Un petit peu en antépulsion et abduction 90 degrés. Le patient, il va faire la manœuvre. Le patient va faire la manœuvre en haut, va faire l'abduction et vous allez faire une manœuvre contrariant l'abduction. Si quelqu'un a une tendinite sus-épineux, ça va donner une douleur au niveau de l'épaule parce que c'est un muscle abducteur. Dans cette position, vous explorez le muscle, le tendon du sus-épineux. La manœuvre de patte, elle explore le sous-épineux et le petit rang. Le patient dans cette position, donc le bras en abduction à 90 degrés, le coude à 90 degrés du bras, on fait en rotation, donc il va donc faire une pression le patient en arrière et le médecin, celui-là c'est le médecin, il contrarie son mouvement. Si le patient il atteint du sous-épineux du petit rang, ça réveille une douleur. Le manœuvre de Gerber, c'est la manœuvre sous-scapulaire. Le patient, il ramène le dos de la main sur le dos, ici comme vous le voyez, avec le pouce en haut, là. Une personne normale, elle peut garder cette position au niveau du dos, le dos de la main à distance de 10 cm par rapport au dos. À 10 cm. S'il peut garder cette position, c'est que le sous-scapulaire, il est bon. Sinon, s'il ne peut pas garder donc le dos, la main va buter contre le dos, ça veut dire qu'il y a une atteinte du muscle sous-scapulaire. Est-ce que c'est clair? Donc, voilà, on a répété les manœuvres, très bien. Et pour le traitement d'épaule pseudo-paralytique, bien sûr, elle est chirurgicale. Le traitement médical ne donne rien du tout puisqu'il y a une rupture. Donc, vous êtes maintenant pratiquement médecin,
Vous savez que quelque chose, quand il est rompu, déchiré, il n'y a plus rien à faire, il faut le réparer. Mais le traitement chirurgical et la spécialité de chirurgie existe et fait des choses. D'accord? Voilà, ça c'est l'épaule. On va faire maintenant l'algodystrophie. Oui, bien sûr, le partage ici de, comment dirais-je, le traitement chirurgical, c'est vous avez une rupture totale. Le traitement, c'est la chirurgie pour qu'il reprenne son mouvement. Si quelqu'un il refuse de reprendre son mouvement, il peut dire non. Mais le traitement, il est chirurgical.